Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Le paiement en crypto rendu mainstream par la carte. Axel Catlan, CEO et cofondateur de Koulipa. Dans les pays en voie de développement, et là, pour moi, c'est là où il y a vrai besoin, et c'est pour ça qu'on accélère là-dessus, c'est vraiment, j'ai besoin de détenir du dollar. Jusqu'ici, et on a fait l'expérience en Argentine, jusqu'ici, tu allais acheter du dollar papier avec des pesos papier, tu as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. C'est-à-dire que tu vas à l'arrière du magasin avec quelqu'un qui a des piles de billets là, limite il a son fusil à pompe derrière lui au cas où il se fait braquer, et tu as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. Parce que c'est illégal, c'est admis que voilà. Et en fait, il y avait des faux, c'était compliqué d'aller en acheter quand même, voilà. Et donc les gens se rabattent sur le dollar digital. Ce passionné des paiements, membre de la mafia Spendesk, nous donne un aperçu des fondamentaux de cette jeune start-up qui vise à rendre accessible la crypto au plus grand nombre grâce aux cartes de crédit. Axel a une expérience assez exceptionnelle sur toute la chaîne de valeur du paiement et nous explique avec minutie où Koulipa se positionne dans toute cette tuyauterie. Nous décryptons le premier cas pratique avec le wallet Argent et détaillons la nature de la collaboration avec Mastercard, une innovation qui peut véritablement révolutionner l'accès aux stablecoins dans des pays à forte instabilité financière comme l'Argentine. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Axel. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour parler de toi et de tous tes projets. Il y a plein de choses super chouettes à raconter sur ton actu. J'aurais aimé que tu te présentes à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore. D'accord. Donc moi je me suis souvent présenté aux investisseurs comme le field engineer de ma boîte, parce que j'ai une formation technique à la base, mais j'ai très vite compris que coder toute la journée ne m'intéresserait pas vraiment. Donc j'ai très vite évolué vers le produit. Et je suis passé par plein d'industries. J'ai fait de l'automotive, j'ai fait du consumer electronics. Et un jour, presque par hasard, je suis tombé dans le paiement en obtenant un job chez Mastercard. Et alors là, complètement par hasard, je suis tombé dans l'équipe la plus technique quasiment de tout Mastercard. C'est les nerds du paiement qui définissent le protocole de communication entre la carte et entre le chip de la carte et le terminal, qui sécurise cette communication, qui essaie de comprendre pourquoi un téléphone fait une transaction moins vite qu'une carte sur un terminal contactless. Voilà, donc des gens très bas niveau dans la carte. Et je suis resté 1 an et j'ai appris quasiment tout ce qu'il y a à savoir sur le paiement, ce qui m'a permis derrière d'évoluer chez Mastercard d'une manière super intéressante. À New York, t'étais à New York là. J'étais en Belgique là. Ouais. J'étais à Waterloo, qui est le headquarter européen et qui était le Excellence Center du chip, ce qu'ils appellent Chip Excellence Center. Je pars à New York pour Mastercard et là j'ai une opportunité géniale qui est d'accompagner d'un point de vue produit et tech Google, Samsung et Microsoft pour développer Google Pay, Samsung Pay et l'équivalent chez Microsoft qui est mort malheureusement avec Windows for Mobile. Mais vraiment l'idée c'est de travailler avec leurs équipes produits et tech pour développer le meilleur wallet, sachant qu'ils ne le savaient pas, mais Apple Pay aussi était en train d'être développé en parallèle. Et donc, une expérience géniale de travailler avec ces équipes tech. Je fais ça pendant 1 an et demi, le temps qu'on lance les wallets. Et après, on me dit, en fait, tu sais par cœur comment marchent toutes les technos de wallets et tout ça, et la techno Mastercard qui permet de créer ce clone de carte qui vient dans un téléphone pour pouvoir faire une transaction par carte. Donc, c'est le plus à même d'aller évangéliser le monde pour lancer Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay partout dans le monde avec toutes les banques qui veulent émettre avec Apple ou Google des cartes tokenisées. J'ai voyagé dans le monde, j'ai fait le Japon, la Colombie, l'Arabie Saoudite, accompagner les banques pour leur dire vous inquiétez pas, c'est pas grave. Oui, Apple et Google se rapprochent un petit peu plus de vous, mais ça va bien se passer, tout va bien. Vous avez encore la main sur ces cartes. Si jamais vous voulez les détruire, vous pouvez. Si jamais quelque chose se passe pas bien, c'est pas parce qu'elle est dans le téléphone qu'elle vous échappe. Et donc, j'ai cramé mon bilan carbone pour à peu près 25 générations à voyager le monde depuis New York pour faire tout ça. Et ensuite, une fois que toutes ces cartes, toutes les grosses banques avaient été lancées, j'ai eu l'opportunité de rentrer en France, de bosser. Alors, ça a été un petit peu une tentative de me dire peut-être que la banque, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas si difficile de transformer une banque, faire de la transfo digitale dans une banque. On va tenter. On a fait du paiement, on comprend le paiement, allons faire du crédit, allons faire des trucs un peu plus évolués.
Et là, je choisis de rentrer à la BPCE avec Yves Tirode qui arrivait de la SNCF. Je me suis dit, s'il y a une banque qui arrivait à se transformer, c'est la BPCE. C'est pour moi, enfin, ça faisait partie. En tout cas, dans le monde du paiement, c'était une des banques les plus avant-gardistes. Ouais. Et donc, je me suis dit, allons-y. J'ai détesté un an. J'ai tenu un an. J'ai détesté vraiment. J'aime bien quand mon énergie est transformée en produit avec un taux de transformation assez élevé. Et là, c'était laborieux, c'était compliqué, c'était politique. J'ai détesté et... J'ai eu un autre son de cloche avec Payplug, hein. J'ai eu Antoine Grimaud il y a quelques semaines. Ouais, mais lui, il est arrivé... Alors, parce que j'ai connu Antoine quand il est arrivé à la BPCE. Et Antoine, avec Camille... Ouais. Sont arrivés et on dit à la BPCE, alors vous nous laissez tranquille, vous venez nous acquérir, mais vous nous laissez tranquille. Les chargés d'affaires qui distribuaient Payplug avaient droit d'envoyer un lead, mais c'est tout. Fallait surtout pas que la BPCE rentre chez Payplug. Il l'a dit. Hein, ouais. Donc oui, il a réussi à avoir son précaré, à conserver son précaré malgré le rachat. Alors la BPCE part avec ce modèle de banque où chaque banque et caisse locale ait son propre PNL, sa propre licence. C'est un modèle inversé où la transfo est plus difficile à pousser au niveau national. Mais bon, c'est je pense une des banques qui arrive quand même pas trop mal. Donc je fais ça pendant un an, ça se passe pas, ça va pas assez vite pour moi. Et donc j'ai l'opportunité de rejoindre une toute petite banque qui faisait partie du groupe Travelex, qui s'appelait Ditto Bank à l'époque. Ah, je savais pas qu'il y avait eu un passage chez Ditto Bank. J'ai fait un passage chez Ditto Bank après que Sylvain soit parti. Quand Sylvain Pignet soit parti, que le groupe qui était à Abu Dhabi ait décidé que il n'était pas fit for purpose. Donc j'arrive avec mon ancien boss de la BPCE pour essayer de faire émerger Ditto Bank avec un Revolut qui était déjà très 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 bien parti pour devenir la banque des voyageurs avec tous ses comptes multi-currency, tout ça. Donc on se dit, il faut faire un pivot, il faut faire autre chose, et on est en train de pivoter vers du credit as a service, des choses, parce qu'il y avait une vraie licence de banque en fait. Le gros asset de Ditto et de Travelex, c'est qu'ils avaient cette licence de banque sous-exploitée parce qu'elle servait juste à faire du change en fait. Ouais. Malheureusement, Finebler, il y a eu un scandale financier à Abu Dhabi sur Finebler qui, quand il est rentré en bourse, avait un peu manipulé sa compta. Donc, quand les marchés se sont aperçus, Finebler a été effacé de la surface de la Terre. Travelex a réussi à faire du debt to equity en Angleterre pour survivre, mais la structure française était rattachée directement à Abu Dhabi et donc Ditto Bank a disparu. J'avais senti que ça allait mal tourner un petit peu avant quand même, et donc quand Rodolphe Ardant de Spendesk, CEO fondateur de Spendesk, vient me voir et me dit: Axel, parce que je les avais aidés au tout début en fait. Alors, Rodolphe, je le connais depuis très longtemps, et quand il a lancé Spendesk, j'étais chez Mastercard, il me dit: Axel, viens, un jour, il se passera un truc entre nous. Ah non, on comprend pas le paiement. Viens nous filer un coup de main pour essayer de trouver le bon partenaire pour lancer Spendesk. J'ai passé un peu de temps avec eux pour les aider à trouver les bons partenaires. Et donc, au moment où il a besoin de se dire, on va réintégrer toute la partie paiement et créer Spendesk Financial Services pour émettre les cartes de Spendesk à la place du partenaire Bank as a Service qu'ils avaient historiquement, en fait, c'est assez naturel que je rejoigne l'équipe et que je monte cet émetteur de cartes Visa pour Spendesk entre 2020 et 2024. Voilà. Je deviens donc président de la structure Spendesk Financial Services. On monte les équipes techniques, les équipes, le core banking, on monte donc les équipes opérationnelles pour Spendesk, qui émettent pour Spendesk et qui sont ils sont en train de faire la migration. Et donc à partir pour l'Europe en tout cas, normalement dans 3-4 mois, tout le processing des cartes Spendesk sera fait en interne par une équipe et un système dont j'ai dirigé la création. Ça me fait réaliser qu'il y a plein de choses à faire autour de la carte. Moi, j'avais ma vision un peu idyllique de Mastercard où on comprend, quand on est là-bas, on ne comprend pas vraiment tous les challenges d'un émetteur. Et donc, je me dis, il y a l'autorisation, c'est génial. Cette capture d'une intention de paiement est vraiment géniale partout dans le monde. Une page de paiement, un terminal, tout ça, ça marche très bien. Mais il y a quand même un énorme mensonge dans tout ça. On a l'impression de faire voyager de l'argent instantanément quand on dit ce bout de plastique. Mais en fait, le marchand, il attend encore entre 3 et 7 jours que son argent arrive. Il a du working capital qui est bloqué dans les tuyaux. Ouais. Alors que il y a la blockchain, il y a la crypto, il y a la stablecoin qui permettrait de lui livrer instantanément. Ouais. Et donc, je commence à en parler à mes anciens collègues de chez Mastercard, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'ils nous autoriseraient à le faire en fait. Est-ce qu'ils nous autoriseraient à remplir la promesse de paiement du marchand par la blockchain plutôt que par les rails de paiement classiques, qui sont quand même, on va dire,
encore la partie qui date qui a jamais évolué parce que ça. voilà. Ouais. Et donc on lance, on valide tout ça et on lance Coulipa. Ça va bientôt faire 9 mois avec l'objectif de permettre aux wallets self-custodiaux, c'est-à-dire ces wallets qui jusque-là n'avaient pas de moyen d'émettre une carte, de permettre à leurs utilisateurs d'émettre une carte qui peut être utilisée n'importe où pour dépenser sa crypto. Les wallets self-custodiaux, c'est ces wallets qui n'ont justement pas, par définition, pas la custody des assets. C'est juste une application avec une clé ou par exemple comme MetaMask. Le plus connu, c'est MetaMask. Je voulais que tu donnes quelques noms. Mais le Ledger est aussi un wallet self-custodial, mais là, hardware. Il y a les wallets software comme MetaMask, comme Argent, comme avec qui on travaille, qui sont ces wallets qui détiennent une clé qui permet de faire une transaction sur la blockchain. Ouais. À l'opposé, on a les exchanges qui ont la custody des assets pour leurs clients et qui gèrent le solde de crypto de leurs clients. Voilà. Ouais. C'est un peu la dichotomie qu'il y a dans le monde de la custody de crypto. Et donc, les exchanges jusque-là, comme ils ont la maîtrise de la crypto de leurs clients, ils peuvent assez facilement, quand quelqu'un fait une transaction avec une carte, c'est assez simple pour eux de convertir cette crypto en fiat au moment où ils doivent régler le Mastercard ou Visa. Mais les wallets self-custodiaux n'ont pas cette capacité de maîtrise parce qu'en fait, il faut normalement que le client soit impliqué dans la transaction pour la faire. Ouais. Et donc, c'est-à-dire quand tu dis impliqué, c'est-à-dire que l'application mobile, typiquement quand tu as un ledger, si le ledger n'est pas dans ton ordinateur pour faire la transaction, pour que la clé qui permet de faire la transaction on-chain soit vraiment en mesure de signer la transaction, ça n'est pas possible. Ouais. Typiquement MetaMask, si tu n'as pas ton extension Chrome ou ton application, cette clé n'est pas en mesure de signer la transaction qui est faite sur la blockchain. Et donc, l'évolution de la technologie avec des choses comme le Quant Abstraction et des choses comme ça qui permettent de créer des wallets plus intelligents et donc qui permettent de faire d'autres choses, nous permettent de créer ce pont entre le réseau de Mastercard et de Visa et la blockchain pour pouvoir vraiment faire une transaction sur la blockchain à chaque fois qu'une de nos cartes est utilisée et donc de rendre la blockchain, la crypto qui est dans le wallet dépensable sur un terminal de paiement ou dans une page de paiement. Voilà. Super. Écoute, tu as anticipé 15 000 de mes questions. C'est pas grave. J'ai trop l'habitude de pitcher les... non, tout à fait. Alors, moi, j'aimerais juste qu'on prenne un petit peu de hauteur parce que, tu sais, comme tu le sais, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup et j'ai quand même été très proche de certains acteurs, notamment dans le domaine des fonds. D'un point de vue vraiment pratique, c'est quoi les obstacles majeurs pour qu'il y ait une adoption crypto assez massive? Alors, moi, j'en vois certains, mais je pense que l'audience serait intéressée d'en savoir davantage parce qu'il y a quand même eu une croissance extraordinaire et puis ça a stagné un petit peu et là, ça repart. Mais il y a quand même clairement un problème d'adoption du fait de la complexité d'accès à ces marchés et de la compréhension du marché. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Il y a une démocratisation entre guillemets de l'usage par la création d'applications de wallets de plus en plus simples. Il y a aussi le fait que les régulateurs commencent à trouver les bons moyens de réguler le système pour que les clients aient confiance. Il y a cette confiance-là qui est en train d'arriver grâce à la réglementation. Et on est moins dans ce Far West qu'a été la crypto il y a encore quelques années. Et ce côté un peu casino de la crypto. Donc, je pense qu'on est en train de faire une transition de cas d'usage très spéculatif avec toutes les dérives dans un monde spéculatif non régulé. Avec tous ces produits d'investissement qui n'étaient que on parlait de Madoff tout à l'heure, des Ponzi, des choses comme ça qui ont existé parce que comme il n'y avait pas de réglementation, il y a toute la dérive qu'on peut imaginer qui est arrivée dans la crypto, qui a des FTX, des choses comme ça qui ont fait que en fait, la crypto en elle-même a été entachée par tous ces mauvais comportements qui ont eu lieu dans le monde de la crypto spéculative. Donc ça, le régulateur est en train de faire un peu le ménage là-dedans, donc les gens vont pouvoir avoir plus confiance et mieux comprendre ce dans quoi ils sont en train d'investir. Le fait que les institutionnels arrivent, des BlackRock, des choses comme ça, va faire aussi que ces produits-là
ces sociétés qui ont l'habitude de vendre des produits d'investissement et qui savent les vendre et qui savent va aussi permettre d'avoir un redémarrage de cette crypto d'investissement. Je pense aussi qu'il y a l'évolution de l'UX de ces applications a fait que les gens comprennent un peu mieux ce qui se passe, comprennent mieux ce que c'est d'investir dans de la crypto. Et il y a une deuxième tendance qui pour moi m'intéresse plus, parce que nous on est comme je disais, nous on est vraiment dans le paiement en crypto, et donc on est plutôt dans le côté de la banque du quotidien plutôt que dans l'investissement dans la crypto. Et il y a toute cette tendance de stablecoin, de ces applications qui, en fait, créent une expérience de compte courant en stablecoin pour leurs utilisateurs, en ne les exposant pas du tout à la complexité du trading de ces choses-là. Et typiquement, c'est des wallets comme Sling, c'est des wallets comme Memargent, et essaye d'être le plus simple possible, le plus clean possible, pour que, en fait, ce soit un moyen de détenir, par exemple. Il y a un cas d'usage qu'on voit apparaître dans tous les pays en voie de développement, c'est ces gens qui ont envie de détenir du dollar pour pouvoir se raccrocher à une valeur stable monétaire. Mais dans leur pays, les banques ne veulent absolument pas leur ouvrir de compte parce que tu as toute la complexité du reporting auprès de FATCA, toute cette complexité-là, qui fait que les gens au quotidien n'ont pas la possibilité de détenir du dollar. Ils détenaient du dollar papier. On est en train de développer Kulipa en Argentine. On y était. J'allais te parler du peso argentin. Écoute, c'est formidable. Je t'ai mis sur play. Maintenant, tu déroules mon épisode. On était en fait, l'Argentine, le Nigeria, la Turquie, tous ces pays à haute inflation. Les gens, pour se protéger de cette inflation, veulent détenir des monnaies stables. Ouais, l'usage, en fait, ce que tu décris, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'usage n'est pas du tout le même dans un système économique et financier comme celui qu'on a en Europe, avec un euro, avec des banques centrales, avec donc un système qui est très stable. Et des banques qui fonctionnent, fonctionnent très bien, des systèmes de paiement qui fonctionnent très bien. On va pas se mentir, le SEPA instantané, c'est aussi rapide que la blockchain. Il n'y a pas besoin de la blockchain pour envoyer de l'euro entre Européens. C'est donc le besoin alors on va quand même lancer en Europe parce qu'on se dit qu'il y a quand même des gens qui détiennent de la crypto parce qu'ils ont investi et qu'ils ont quand tu as investi et que tu as gagné un peu d'argent, tu as envie de pouvoir le dépenser, et puis je pense qu'il y a un côté nous, ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a un côté aussi believer j'ai cru à la crypto, j'ai envie de le montrer. Il y a un petit côté marketing au fait d'avoir une carte et de pouvoir montrer qu'on paye en crypto. Donc on s'adresse à un persona très différent en Europe, alors que dans les pays en voie de développement, et là pour moi c'est là où il y a vrai besoin, et c'est pour ça qu'on accélère là-dessus, c'est vraiment, j'ai besoin de détenir du dollar. Jusqu'ici, et on a fait l'expérience en Argentine, jusqu'ici t'allais acheter du dollar papier avec tes pesos papier, t'as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. C'est-à-dire que tu vas à l'arrière du magasin avec quelqu'un qui a des piles de billets là, limite il a son fusil à pompe derrière lui au cas où il se fait braquer, et t'as vraiment l'impression d'aller acheter de la drogue. Parce que c'est illégal, c'est admis que voilà. Et en fait, il y avait des faux, c'était compliqué d'aller en acheter quand même, voilà. Et donc les gens se rabattent sur le dollar digital, que sont les stablecoins USDC, USDT, tous ces stablecoins dollars, et détiennent ces stablecoins, mais ça n'est pas c'est pas leur argent de poche, c'est vraiment leur revenu, c'est leur bien. Non, tout à fait. Et donc, à partir de là, c'est critique pour eux. Et à partir de là, il y a un vrai usage à pouvoir le dépenser simplement dans n'importe quel magasin pour aller faire ses courses, pour aller à l'épicerie du coin. Et donc, c'est là que notre carte, elle a vraiment un vrai usage au quotidien pour ces gens-là. On est aussi en train de discuter avec des gens qui... Attends, je vais juste faire une petite pause là. Je vais insérer une petite question. Vas-y. Parce que j'avais fait un épisode avec la CEO de Enfuse, Denise, que tu connais peut-être. Et bon, c'était un épisode en anglais, donc je pense que pour l'audience qui n'écoute pas forcément mes épisodes en anglais, je pense que ce serait intéressant que tu reprennes la chaîne de valeur pour qu'on comprenne en fait où vous vous situez entre Mastercard et argent dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait.
Donc en fait, dans le monde du paiement, il y a deux côtés au monde du paiement. Il y a le côté marchand, avec toute sa chaîne de valeur, avec des Stripe, des gens comme ça qui ont pour mission de prendre les coordonnées bancaires, les coordonnées cartes du client pour les mettre sur le réseau. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est la banque émettrice de la carte, qui doit autoriser la transaction et ensuite régler la transaction. Il faut savoir que ça se fait en 2 temps. Il y a d'abord une autorisation où la banque émettrice dit « je te promets, je vais te régler le montant » et à ce moment-là, le marchand prête de l'argent, parce qu'en fait, il donne le bien, et donc il sait qu'il ne le recevra, comme on disait tout à l'heure, que dans 3 à 7 jours. Parce que les week-ends, l'argent ne peut pas circuler, pour une raison que j'ignore. Et donc du côté de l'émission de la carte, il y a un player comme Infuse clé, qui est ce fournisseur technique parce que c'est très compliqué d'être connecté au réseau Mastercard. Le protocole est un petit peu complexe. Il faut savoir répondre en moins de quelques secondes. Enfin, pour que l'expérience de paiement soit bonne, il faut répondre très rapidement. Et surtout, il faut savoir valider que la transaction qui arrive a bien été faite par la carte. C'est-à-dire que, en fait, j'en parlais tout à l'heure, le petit chip qui est dedans, là, qui est sur la carte, c'est en fait, il y a une clé dedans qui prouve la présence de la carte dans la transaction, parce qu'elle signe la transaction. C'est clair. Et donc, il faut que le processeur valide cette signature, et donc ça veut dire qu'il doit détenir la clé, et donc cette clé, c'est un peu les joyeux de la couronne. C'est-à-dire que quelqu'un qui obtiendrait cette clé peut reproduire des cartes à l'infini sans être vraiment l'émetteur. Et donc faire des clones de cartes, ce qui créerait de la fraude de manière incontrôlée. Donc voilà, il y a ce player-là qui doit répondre très vite avec des contraintes de sécurité énormes et un protocole qui est pas le plus simple à comprendre parce que il a évolué avec le temps et ça fait 50 ans qu'il existe. Ensuite, c'est la brique de connexion technique à l'établissement financier qui, derrière, une fois que la transaction a été validée, doit dire oui ou non le montant qui est demandé est payable par le porteur de cette carte. Yes. Et donc, validation de la balance, validation d'une ligne de crédit si c'est une carte de crédit et tout ça. Et donc, c'est là... Nous, on est dans un établissement financier classique, donc cette autorisation et ce que vous voyez dans votre banque en ligne ou dans votre application mobile de banque, c'est des transactions en attente. Parce qu'en fait, jusqu'à ce que le marchand demande vraiment son argent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le clearing, l'argent il reste dans le compte, mais il est bloqué pour ne pas pouvoir être dépensé 2 fois. Une fois, ensuite le marchand envoie ce message de clearing pour pouvoir vraiment être payé. Ouais. Et à partir de ce moment-là, la banque doit régler toutes les transactions de la journée qui ont été clearées dans ce qu'on appelle le settlement. Nous, on est dans un monde où la balance, elle est sur la blockchain. Et donc, contrairement à un établissement financier qui maîtrise complètement les balances de ses comptes, nous, on est sur une balance qui peut être n'importe qui a la bonne clé, comme on disait tout à l'heure, qui est dans l'application mobile MetaMask ou dans la clé Ledger. N'importe qui a accès à cette clé peut faire une transaction et impacter cette balance. Et donc, toute la complexité de ce qu'on fait, nous, c'est qu'on doit s'engager auprès de Mastercard pour dire oui, on va vous régler, mais on ne maîtrise pas complètement cette Ledger. On ne maîtrise pas la balance sur la blockchain. Ouais. Et donc, la technologie qu'on a développée nous permet de nous assurer que le client ne va pas vider son wallet, faire une transaction juste après et dépenser 2 fois la balance qui est sur la blockchain. Et donc, c'est tout le travail qu'on a fait avec Argent pour pouvoir s'assurer que on ne soit pas en déficit financier parce que le client nous fraude avec sa carte et son wallet Argent. Donc voilà. Ça, c'est ton design partner en fait. Voilà, Argent, c'est le premier wallet qui est un wallet belgo-anglais. C'est Itamar le Suisse. C'est Itamar le Suisse, tout à fait. Alors qu'il que j'ai invité d'ailleurs sur mon podcast, tu pourras lui dire. Je lui dirai. Si tu nous écoutes. Voilà, on s'est
très vite, très très bien entendu avec Itamar, et puis ses équipes techniques, Julien et autres, il a vraiment une équipe géniale avec qui on a vraiment pu travailler en profondeur. En plus, on travaille ils ont une blockchain qui s'appelle Starknet, qui est une blockchain très rapide, avec des coûts de transaction très faibles. Donc ça nous permet parce que un des challenges aussi, c'est que il faut qu'il y ait qu'on soit en mesure de faire cette transaction sur la blockchain le plus vite possible pour éviter qu'on ait à répondre à Mastercard trop vite. On a un certain temps pour répondre à Mastercard. On a au total 11 secondes, mais toute la chaîne a 11 secondes ou 12 secondes pour répondre. Nous, il nous reste à peu près 5-6 secondes, une fois que le processeur a fait son travail. Et la plupart des blockchains font pas une transaction aussi vite que ça. Surtout quand il y a une file d'attente de transactions. Ouais, tout à fait. Et donc, on est dans ce temps à risque de potentiellement se tromper sur la balance, croire qu'il y a encore assez d'argent. Et donc, on a un petit moteur de risque pour être sûr que typiquement, si c'est un café chez Starbucks pour 5 euros et qu'il y a a priori 10 000 euros sur la balance du compte, on prendra le risque. Si on voit que on connaît pas très bien le client et qu'il a l'air de vouloir vider son wallet avec sa transaction carte, on va probablement, si on n'arrive pas à placer la transaction assez vite, on va probablement décliner la transaction pour être sûr de pas se retrouver sans rien pour settler la transaction. Voilà. Comment est-ce que vous avez su convaincre, alors hormis tes super contacts en interne chez Mastercard, comment est-ce que vous avez su les convaincre de vous rejoindre dans cette aventure et comment est-ce que vous avez cadré toutes les mesures de risque pour eux? Alors, vis-à-vis d'eux. Ouais, tout à fait. Alors, on a eu un allié de circonstance qui s'appelle Visa. Qui et c'est toujours comme ça entre deux, c'est à qui sera le plus innovant et en fait Visa... c'est comme deux frères dans une fratrie, les deux jumeaux, tu vois. Il faut toujours être le premier, il faut toujours se montrer innovant. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en général, Mastercard, qui est le challenger sur le marché, est celui qui en général innove le plus. Mais là, c'est Visa qui, pour une raison que j'ignore, je pense, j'ai une explication, mais voilà, a été le premier à faire plein d'annonces sur la blockchain, sur du settlement avec les PSP en stablecoin, à parler de compte abstraction, comment est-ce que le compte abstraction pouvait permettre de faire du paiement par carte, voilà. Et donc, Mastercard a eu une espèce de FOMO, de rater le train de la crypto. Donc ton ancien boss t'a appelé? C'est ça en gros. C'est un peu ça. En fait, quand je l'ai appelé, j'ai pas eu beaucoup de mal à lui convaincre. Et pour eux, en plus, stratégiquement, le settlement, c'est entre guillemets la partie du process qui reste encore à révolutionner. Et contrairement au départ, typiquement, tout le monde me disait mais pourquoi est-ce que Mastercard vous laisse faire ça? La blockchain, c'est quand même pas le cœur de leur métier. Ça. Au contraire, eux, comme on disait tout à l'heure, le joyau de la couronne, c'est l'autorisation. Cette capture partout dans le monde d'une intention de paiement avec un bout de plastique ou un numéro de carte sur un site e-commerce. C'est ça leur vrai asset. Le fait qu'ensuite, pour remplir cette promesse qu'ils ont fait aux marchands de lui régler, ils passent normalement par des rails classiques de paiement. Si c'est la blockchain, ça leur va très bien. Ça leur permet même de mieux remplir leur mission. Ouais. Donc en fait, toutes les discussions, elles ont ce qui a changé, c'est que ils ont embauché des gens qui comprenaient vraiment ce qu'était la blockchain. Ils ont embauché des gens qui vraiment avaient cette culture de la blockchain et de la stablecoin. Et en fait, leur compréhension a vraiment changé. Ça doit faire 1 an en fait que vraiment les choses avancent et que on a pu. Alors, c'est vrai que ils me connaissent. Ils savent que ils ont peur de la réputation de la crypto. Mais quand on est venu, nous, avec une approche très réglementée, où on leur a dit, mais oui, bien sûr, on deviendra établissement de monnaie électronique pour avoir le droit d'émettre des cartes. On fera pas... C'est le cas? Non, c'est pas le cas encore. Pas encore. Non. Mais on travaille avec un partenaire qui l'est. Ça s'appelle Monavate, et qui nous permet d'émettre des cartes, ce qu'on appelle un BIN sponsor. Et donc,
on fait bien les choses. On fait un KYC quand on est avant d'émettre une carte. Et donc, ils ont été rassurés sur le fait qu'on allait bien faire les choses, qu'on allait respecter toute leur politique de gestion de risque KYC, bien sûr. de risque anti-blanchiment, tout ce qui est transaction monitoring et tout ça, pour s'assurer que... En fait, ils ont peur de la crypto parce qu'ils ont peur que ça fasse entrer de l'argent sale sur le réseau. Que de l'argent sale et ça, c'est backé par votre partenariat avec cet établissement de paiement. Exactement. Et avec tous les outils qu'on met en place pour screener les adresses des wallets, pour être sûr que ce wallet-là n'a jamais été dans un circuit d'argent sale. Ça, vous faites vous-même ou vous utilisez Chain Analysis? Oui, Chain Analysis. On utilise Chain Analysis, le leader sur le marché. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. C'est les plus gros, quoi. Oui, complètement. C'est un vrai métier. Mais tu vois, on fait du KYC avec un outil très classique de KYC parce que en fait, ça reste une carte. La seule chose, c'est que cette stablecoin, la Ledger, on est vraiment dans une révolution technologique de mettre cet argent sur la blockchain plutôt que de l'avoir dans nos livres et d'utiliser les rails classiques de paiement. Mais tout le reste est très proche de ce que j'ai fait chez Spendesk et de tout ce qui a été fait avant, quoi. Oui, c'est juste l'infra qui change. C'est l'infra qui change. Juste. C'est pas mineur. Donc, à court terme, vos clients, votre acquisition, ça se passe comment ? L'acquisition client. Parce que tu parlais donc du POC avec Argent. Avec Argent, en fait, nous on est en B2B2C ou B2B2B d'ailleurs, parce qu'on a aussi des clients qui, par exemple, font du payroll pour équipes distribuées partout dans le monde. Il y a un certain nombre d'entreprises qui utilisent la stablecoin pour payer leur freelance ou leurs salariés à distance, sans avoir à payer des transferts Swift et des choses qui coûtent très cher, et donc utilisent la stablecoin pour le faire. Voilà. Donc notre partenaire dans la distribution, c'est le B du milieu, c'est-à-dire c'est Argent, c'est tous ces wallets qui ont besoin de l'usage de la carte, de fournir une carte à leurs clients, et qui derrière ont des cas d'usage en fonction du wallet. Nous, on est en marque blanche complètement. Ouais. Donc, c'est eux qui vont développer les cas d'usage, typiquement le payroll pour donner aux salariés de leurs clients. On a tout ce qui est rémittance, où il y a énormément une révolution de la rémittance par la blockchain qui est en train d'arriver. Et à destination, il y aura du mobile money, il y aura du cash, mais il y aura aussi la carte. Et donc, ces wallets de rémittance ont besoin de nous. Et il y a les wallets généralistes comme Argent, comme d'autres, qui se disent, en fait, ils sont dans cette compétition à l'utilisabilité avec les exchanges, qui ont un avantage technologique énorme, qui est de maîtriser les exchanges maîtrisent de manière plus proche parce qu'ils ont la custody des assets de leurs clients. Ouais. Et donc les wallets self-custodiaux qui sont plus rassurants pour leurs clients, surtout après les scandales comme FTX, mais qui ont technologiquement, c'est un peu plus compliqué pour eux de créer une expérience utilisateur fluide, et le paiement par carte fait partie des choses qui jusque-là leur étaient interdites, et donc qui sont, voilà, on est dans une phase où on a plus de mal à livrer parce que c'est un cas d'usage qui est en train de se démocratiser auprès des wallets, et donc il y a énormément de wallets qui nous demandent des cartes. Ouais. Super. Bon, vous avez fait une levée assez conséquente. Ouais. Tu peux parler rapidement, mais nous expliquer quelles sont vos étapes à venir. Tout à fait. Donc on a levé, on peut le dire, on a levé 3 millions auprès de très beaux investisseurs que sont White Star et Fabric. On est vraiment super content de bosser avec eux. Ouais. Et oui, Fabric qui est basé au Luxembourg. Mais bien sûr, mais je connais très bien l'équipe. Bonjour à Anil et Sep au passage. Et donc oui, ça nous permet d'accélérer le développement et ça nous permet aussi d'accélérer le développement commercial. Donc là, la news entre guillemets, c'est qu'on doit lancer avec Argent le wallet au mois de juillet. Ouais. On a 2, 3, voilà. Enfin, les wallets s'enchaînent derrière. Je peux pas trop en parler, mais voilà. Normalement, on a à peu près un wallet par mois jusqu'à la fin de l'année, qui vont nous permettre
de gérer plus de chaînes différentes, parce qu'en fait, chaque wallet est quasiment sur une blockchain différente, avec des contraintes de timing, des contraintes de coûts différentes. Donc, on est obligé un petit peu d'adapter. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire un tous les jours. C'est qu'on doit un petit peu adapter la technologie à chacun des wallets. Mais derrière, on a des wallets qui vont nous apporter énormément de clients et donc de l'usage de ces cartes au travers du wallet. Merci Axel, c'était hyper intéressant. Moi, j'adore parler d'infra. C'était très technique, mais tu as rendu ça intelligible. Okay. Tu m'as dit que tu avais préparé une reco pour la fin de l'épisode, donc je t'écoute. Donc, en fait, moi, j'ai tendance à pas avoir trop le temps de lire en ce moment. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts parce que je trouve que c'est un moyen de consommer en faisant autre chose, du contenu. Et donc, les podcasts, à part le tien, les podcasts que j'écoute beaucoup, c'est 20VC. Ça permet d'avoir, Stabbing, il a cette capacité à la fois, quand on est entrepreneur, apporter la vision VC des choses, et puis il arrive aussi à avoir des ponts du paiement, du produit, des sales et tout ça, et à réussir à leur faire parler de leur métier et de la manière dont ils arrivent à bien faire les choses. Donc je trouve que c'est une source d'inspiration pour les entrepreneurs génial. Il y a le podcast de Mouna Erka que j'adore, qui est 108 milliards, où elle parle justement c'est une ancienne VC qui est devenue coach et qui quand on est entrepreneur et qu'on a à gérer c'est pas facile tous les jours, il faut le dire, et donc elle a cette capacité à accompagner, à donner des outils de gestion au jour le jour de la vie d'entrepreneur, et ça je trouve que c'est génial. Et puis tu m'avais demandé des livres. Alors je vais peut-être un peu montrer mon âge par là, mais moi il y a un bouquin que j'adore, qui pour moi m'a donné envie de devenir entrepreneur. C'est Founders at Work de Jessica Livingstone, qui est la femme de Paul Graham, fondateur de YC. Et en fait c'est très facile à lire. C'est des histoires d'entrepreneurs, mais il y a Wozniak et Jobs. Il y a vraiment des vraies histoires de gros entrepreneurs à succès, et de voir que en fait aucune des aventures entrepreneurs dont on s'est dit que c'était du overnight success, en fait, il y a derrière énormément de travail, et c'est jamais arrivé overnight. Ça rassure quand on est au charbon, et qu'il faut que ça prend du temps, et ça prend des efforts. Plus dans mon domaine actuel, j'ai Read, Write, Own de Chris Dixon, qui vient de lancer justement sur la crypto et sur le Web 3 entre guillemets, et je trouve que il a fait un travail éducatif sur comprendre le Web 3, la blockchain, ce que ça allait changer, le passage du Web 2 au Web 3, parce que lui, comme il est partenaire chez Sequoia, il a vraiment connu toute cette transition. C'est Andersen Horowitz, je crois. Il est partenaire chez 16Z, pas à Sequoia. Ok. Et donc, Read, Write, Own, et un bouquin que je viens de commencer. T'avais préparé une liste gigantesque. Bouquin que je viens de commencer, qui est Future Money de Ronit Goose. Écoute, j'ai publié l'épisode il y a quelques semaines. Et j'adore j'ai rencontré à Dubaï. Ouais. Et j'ai eu une version signée de son bouquin, dédicacée de son bouquin, et c'est une source. Il peut parler d'argent et de l'évolution de l'argent et du futur de l'argent de manière intarissable, et c'est génial. Je t'encourage. Si t'as fini le bouquin, t'auras déjà tout écouté, mais t'auras déjà tout compris. Mais c'est un épisode top, vraiment génial. Écoute, merci Axel d'être venu nous parler de Coulipa, et écoute, je vous souhaite à tous de bonnes choses. Merci, et merci de m'avoir invité. À bientôt. C'était génial. Salut. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.